Installé à la cour de Louis XIII, Nicolas Poussin comprit que malgré sa défiance et les garanties qu'on lui avait données, il s'était bel et bien fait piéger. Sous la promesse étincelante d'une quarantaine de compositions pour décorer la grande galerie du Louvre, c'était d'exploiter son talent dont il était question, de lui faire réaliser moult bagatelles, dessins de boudoir et autres dessus de cheminée. De plus, Simon Vouet, rentré de Rome 10 ans auparavant, ne cessait d'intriguer contre lui. Alors, prétextant d'aller chercher sa femme, Poussin repartit pour la capitale italienne, laissant son travail en plan comme s'il comptait revenir sous peu. La mort de Richelieu puis du roi soldat-les-comptes lui permettant de rester en Italie. L'émotion liée à son retour transparaît dans les toiles de cette époque, en particulier le paysage avec Saint Jean à Patmos, cette île grecque où l'évangéliste rédigea l'Apocalypse. La dévotion de Poussin pour les ruines romaines n'a peut-être jamais été aussi sensible, et l'on sent, malgré une fidélité géographique certaine, que c'est bien son amour pour la ville, aux 7 collines, qui inspire le peintre, comme on peut le vérifier avec Une route à Rome. Car il était pour lui fondamental que le cœur participe à l'œuvre. Il faut, disait Poussin, se remplir l'esprit de pensées affligeantes pour traiter un sujet triste. C'est en ce sens qu'il est un grand précurseur du romantisme, suggérant que l'artiste doit souffrir ou vibrer dans sa vie personnelle pour espérer communiquer ses émotions au public. Et c'est en se démarquant clairement du réalisme comme du maniérisme ou du caravagisme qu'il est devenu un représentant majeur du classicisme dans le bon sens du terme. Son talent, je dirais même son génie, a été de ne se satisfaire ni des beautés étourdissantes héritées de la Renaissance, ni des couleurs luxuriantes venues des Vénitiens, sans pour autant renoncer aux unes ni aux autres. Son imagination ne fut pas en reste, il suffit pour s'en convaincre de voir comment, d'un même thème, il a tiré des toiles différentes, se jouant de constantes variations ou innovations. Le Bernin, cet immense artiste baroque, qui fut surnommé le second Michel-Ange, appelait d'ailleurs Poussin le grand conteur de fables, et son fidèle soutien, le cavalier marin, disait de lui avec une franche admiration qu'il peignait comme un diable, sous-entendant qu'il s'adonnait à son art avec passion. La peinture, professait Nicolas Poussin, est une imitation faite avec ligne et couleur de tout ce que l'on peut voir sous le soleil. Sa finalité en est la délectation. Il y a de nos jours un malentendu Poussin, dans la mesure où son esthétique est perçue comme guidée par des préceptes avant tout moraux. C'est un peu vite oublié que l'artiste fut un vrai révolutionnaire de la peinture. Dans son ouvrage L'œuvre d'art et ses significations, l'essayiste Erwin Panofsky a pourtant brillamment décrypté les bergers d'Arcadie. L'inscription à demi effacée sur le tombeau, Et in Arcadia ego, jusque-là traduite par Même en Arcadie j'existe, devient, sous la plume de Panofsky, Moi aussi j'ai vécu en Arcadie, là où vous vivez aujourd'hui. Moi aussi j'ai connu les plaisirs que vous connaissez aujourd'hui, et cependant je suis mort et enseveli dans ce tombeau. Les théories de Panofsky sont aujourd'hui remises en question, mais a-t-on jamais mieux analysé toute l'ambivalence de l'art de Poussin? Nicolas Poussin fut perçu par ses contemporains comme un philosophe de la peinture, un sage, et son esprit vif lui permit jusqu'au bout d'être continuellement visité par ses anciens élèves et clients, même si le tremblement de ses mains ne lui permettait plus de s'adonner à la peinture que de manière sporadique. L'apprentissage du peintre n'est rien, leur répétait-il, s'il n'est conduit par la fatalité. Ce sage avait pourtant conquis sa liberté au prix d'une audace et d'une ténacité phénoménales, et si nous pouvons encore aujourd'hui être bouleversés par ces toiles, au-delà de leur esthétique et de leur virtuosité, c'est grâce à la farouche indépendance artistique qui les a enfantées.